Oui, bonjour, mon nom est Patrice Schoen. Je suis le président directeur de la ferme Brasserie Schoen. C'est une ferme qui transforme ses céréales, son houblon en bière. Donc une première en Amérique du Nord. On a été la première ferme brasserie d'Amérique du Nord. Et donc on fait des bières de type belge, des bières qui ont beaucoup de goût, qui utilisent des épices et souvent plus alcoolisées que la normale. Nous voici dans la houblonnière. C'est où pousse le houblon. Donc, tout le monde sait qu'on utilise dans la bière. Et le houblon donc, est une plante vivace qui repousse chaque année. Donc un plant de houblon, ça a une vie active de 35 années au niveau commercial. Et ce qu'on doit faire tous les printemps, c'est d'accrocher notre tige de houblon sur le grillage pour que le houblon puisse grimper. Et l'entretien qu'on doit faire, donc, c'est enlever l'herbe, tout ce qui pourrait gêner, et enlever tous les surplus de pieds qui seront inutiles. Ce qu'on peut voir ici, ce sont des petites cocottes qui vont apparaître, et c'est ces cocottes-là qu'on va utiliser dans la bière. Donc, c'est une fleur, ce qu'on prend, et c'est l'huile essentielle, c'est une épice qu'on ajoute à la bière. Le houblon peut monter jusqu'à 18 pieds de haut. Là, nous, on travaille avec des variétés plus petites pour pouvoir les avoir sur une palissade. Habituellement, en Europe, on va voir des houblonnières qui font donc 18 mètres de haut avec une corde où le houblon s'accroche, un petit peu comme ici. Et donc après, il faut récolter. Les plants sont coupés et amenés dans une usine où les cocottes sont enlevées. Mais comme nous, on n'a pas d'usine, on l'a fait à hauteur d'homme pour pouvoir cueillir les cocottes au début septembre. Et ce qui va nous donner à peu près 400 kilos de cocottes pour la surface qu'on a ici. C'est suffisant pour faire les bières où on utilise cette variété de houblon. Donc, comme je vous dis, ça donne 450 kg de houblon et on utilise 5 kg pour 3000 litres pour fabriquer la bière. Donc, ça nous fait quand même pour 300 caisses de 24. Donc, on en a vraiment assez. Puis, comme nous, on utilise beaucoup de variétés de houblon, parce qu'à chaque fois, le houblon, c'est ce qui va donner la saveur à la bière. On n'utilise pas toujours le même. Mais entre autres, on utilise 100% de ce houblon-là dans la rurale, qui est notre bière qui est fait 100% avec les ingrédients de la ferme. Et donc, il nous en reste toujours du houblon à chaque année. Le jour qu'on n'utilisera pas du houblon, c'est quand on va faire une bière comme les cervoises, qui utilisent du gruit. C'est un mélange d'épices qui était utilisé au Moyen-Âge pour donner de la saveur. Parce que toutes les bières sont faites avec une saveur. Le houblon est une saveur particulière qui est utilisée dans 99% de toutes les bières dans le monde. Mais anciennement, l'utilisation du houblon a commencé simplement dans les années 1100. Et on a des écrits qu'en 1200, des houblonnières existaient. Donc nous, on a fait la première houblonnière. On a installé la première houblonnière au Québec il y a 10 ans maintenant. Et il y a 25 producteurs maintenant au Québec qui ont commencé à faire du houblon de différentes variétés. Nous, on a pris la variété qui existait ici dans les années 40. Donc, c'est la variété Fogol. Le Fogol, c'est quoi? Donc, le Fogol, c'est le type de houblon. C'est un houblon de type anglais, ce qui était utilisé dans toutes les brasseries anciennement au Québec. Donc, dans la région, juste sur la petite butte qu'on voit là, il y avait une houblonnière dans les années 40. Et tout ça a été vendu aux brasseries de Montréal, donc que ce soit Molson, la Dow, et c'était le houblon qui était utilisé pour fabriquer la bière. Donc on accroche le houblon
C'est une plante qui est assez compétitive. Le nom latin c'est Lupulus lupus, qui veut dire le loup, parce qu'elle étouffe les autres plantes autour d'elle, et donc elle est vraiment très très compétitive. Et pour nous, pour éviter les maladies, il faut éviter que le houblon traîne à terre, parce que sinon il y a de la pourriture, comme ici, on retire les feuilles, qui se met et qui diminue les rendements du houblon. Donc, toutes les semaines, on vient rattacher des plants. J'ai mon frère qui travaille, qui s'occupe lui plus de tout ce qui est des céréales à la ferme. Et pour ce qui est du houblon, bah, c'est ma petite nièce qui s'occupe du nettoyage des herbes et qui s'occupe d'accrocher les houblons une fois par semaine. Donc on a le nettoyage de l'herbe, couper l'herbe. Le plus gros travail, ce sont les visites, les gens qui viennent voir, donc les explications pour les touristes qui viennent voir de quoi ça a l'air une houblonnière. Et vraiment, les gens sont toujours étonnés parce qu'ils s'attendent à ce que ça soit vraiment très volumineux. Mais le houblon, c'est vraiment qu'une petite partie de la composante d'une bière. On utilise donc simplement 5 kg par 3000 litres de bière. Évidemment, maintenant, les nouvelles bières de type IPA vont utiliser une dizaine de kilos, mais pour une bière traditionnelle, c'est 5 kilos à peu près. Est-ce que vous avez vous parliez de type IPA, est-ce que vous en avez, vous? Oui, on a 2 bières, une alsacienne Pale Ale, donc c'est une Pale Ale de type alsacienne, parce qu'on a utilisé du houblon alsacien. Et on a une IPA américaine qu'on fabrique pour la brasserie Montebello. Et donc on utilise 11 kg de cascade, qui est un houblon très très typique américain qui vient de l'Oregon et qui donne cette saveur pamplemousse à la bière. Parce que le houblon a vraiment des saveurs totalement nouvelles maintenant. On a des goûts de fruits de la passion, litchi, et je discutais avec quelqu'un qui était dans le vin, il dit vraiment c'est comme la tendance dans le vin, où on donne au vin blanc des goûts de fruits exotiques. C'est vraiment dans l'air du temps pour les consommateurs. On voit qu'il y a des plants qui sont un peu plus faibles. L'hiver qu'on a eu cette année qui était très très froid, avec des périodes de pluie, a fait que certaines racines ont beaucoup souffert, et là, les plants qu'on va avoir cette année ça va être un petit peu plus difficile. Mais il y a aussi le vent qui casse. Comme on a des périodes de la Grande Plaine ici, et c'est pour ça qu'on met un grillage pour aider le plant à pas trop souffrir du vent, mais quand même le vent est très très fort. C'est vraiment dégagé. Qu'est-ce qui fait un houblon parfait? Un houblon parfait, c'est à la période de la cueillette. Donc il faut qu'il soit pris dans son potentiel. Donc le houblon se gorge d'huile essentielle. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme analogie pour... C'est comme un fruit, il est mûr, vous le cueillez, si vous attendez après, il commence à perdre son potentiel. Donc ce qui est très important, c'est de cueillir à la bonne période. On a une période de 2 semaines pour la cueillette, et les houblons vont mûrir en montant comme ça. Donc on commence à cueillir la base et on s'en va en montant. Donc toujours essayer de retirer toutes les petites feuilles mortes pour éviter que des insectes viennent s'installer puis se propagent par après.
les insectes ou la maladie. Donc il y a toujours quelque chose à entretenir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est au mois d'août, du 15 août au début septembre, il y a toute cette odeur enivrante de houblon qui se propage et qui est très agréable. Le houblon, c'est vraiment une plante qui a été utilisée de manière pharmaceutique pour voilà, dans la médecine, je dirais populaire. Pour les gens qui avaient de la difficulté à dormir, on peut mettre du houblon dans un coussin. Et donc les gens peuvent dormir mieux. On peut faire des infusions de houblon. Et d'ailleurs, quand on boit beaucoup de bière, on dort mieux. Peut-être que c'est peut-être dû à l'alcool, par exemple. Ça tombe jusqu'à temps que ça soit vraiment accroché. Si vous touchez, vous pouvez sentir qu'il y a plein de petites griffes sur le plan. Mais ça, c'est le vent qui les fait tomber et les nouveaux plans qui partent et qui n'étaient pas accrochés. Comme là, on voit que le plan a été coupé. Ça a forcé et à la base, le plan a été... On le retire pour éviter que la maladie se mette à la plantation. Donc la période la plus importante, c'est en début juin, fin avril, début juin, quand les plants ne savent pas s'accrocher. Donc il faut les ramasser Si on pouvait passer tous les jours, on le ferait. Mais bon, comme c'est la période aussi où on travaille dans le reste des champs, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on essaye quand même de le passer le plus souvent possible. Oui, donc le reste des champs, c'est la culture du blé, de l'orge, du maïs et du soja. Comme ici, vous avez le maïs. L'année dernière, donc, il y avait de l'orge qui était ici. Et on fait de la rotation de culture. Donc, on fait tourner les champs de céréales à travers nos cultures de blé et de soya. Alors, on peut voir que le maïs souffre un petit peu. Il y a eu des bonnes frappes d'eau et ça, c'est dur. Le sol se compacte. Et le maïs a un petit peu de difficulté, mais si ça arrête un peu de pleuvoir massivement comme on a ces derniers temps, ça va se réparer.
Donc au départ, ici c'est une ferme céréalière et on a ajouté l'opération de brassage pour faire une culture hors sol, faire une production hors sol. Donc à la place de faire une porcherie, ben, on a décidé de faire de la bière. Et les voisins sont bien contents. Donc on passe dans les champs pour voir s'il n'y a pas de problème, de maladie, de carence. Et là, cette année, c'est vraiment variable la croissance. Et ça, c'est vraiment à cause de la pluie qu'on a eue. Vraiment l'excès de pluie qu'on a eu. C'est 10% ici. Là, puis en face. Okay. Donc, ça s'étend jusqu'au fond? Donc, ça s'étend jusqu'aux arbres qu'on voit dans le fond. Et la même chose jusqu'aux arbres qu'on voit en avant. Donc, ici, il y a 30 hectares. Et la surface totale, c'est 300 hectares. On voit que le premier rang souffre énormément parce que c'est lui qui absorbe tout le vent. Et ça, c'est vraiment la problématique. Il faudrait qu'on construise un brise-vent pour éviter ça. Alors la culture des céréales, donc on sème au mois de mai. Donc les céréales, le blé, l'orge, on essaye de le semer le plus tôt possible, fin avril, début mai. Et là, ça a été un petit peu plus tard cette année à cause qu'il y a 15 jours de retard par rapport à une autre année. Donc on va semer, on va faire les traitements pour les herbicides. Et après on va laisser pousser, donc on va faire la récolte au mois d'août des céréales, donc blé et orge. Et fin septembre, ça va être le soya. Et mi-octobre à début novembre, ça va être la récolte du maïs. Donc on essaye de produire plus pendant l'hiver au niveau de la brasserie, parce que c'est la période où on ne travaille pas dans les champs. Et à ce moment-ci, dans notre cédule de travail, c'est beaucoup de festivals de bière. C'est la période des festivals. Donc la production est moins importante durant l'été que durant la période hivernale. Donc on s'arrange pour faire le plus de stock possible durant la période hivernale. Quand le maïs va être adulte, j'ai disparu dans le champ. Donc c'est beaucoup plus haut que moi. Ça va monter facilement jusqu'ici. Donc tout le maïs et le soya sont vendus sur les marchés internationaux. Donc on travaille sur la bourse de Chicago. C'est le prix du grain est en fonction de la bourse de Chicago. Mais on va revendre à des acheteurs locaux. Et le soya, ça s'en va en export. Il n'y a pas beaucoup du soya du Québec qui reste ici, même si maintenant il commence à y avoir des usines qui transforment, parce que le soya c'est utilisé principalement pour faire de l'huile de soya. Et le maïs, une partie reste pour la nourriture pour les porcs, les animaux de boucherie en général. C'est une céréale qui a beaucoup d'énergie, donc qui est utilisée pour les élevages, pour la croissance des animaux et pour la fabrication de la viande. Donc la culture de céréales, c'est vraiment quelque chose de très intensif. Ça prend de la machinerie imposante pour travailler. Ce sont des tracteurs équivalents jusqu'à 300 chevaux sur la ferme. Une moissonneuse-batteuse qui récolte très rapidement. Parce qu'il y a une contrainte
Donc, au Québec, on sait qu'il faut être très rapide au printemps, parce que évidemment, quand il y a des journées de pluie, ça hypothèque. Et il faut que le maïs et le soya soient semés le plus tôt possible pour avoir des rendements. Et la récolte, on se dépêche aussi parce qu'on ne sait jamais quand la neige va tomber. Et une fois que la neige est tombée, c'est un peu plus difficile. Comme cette année, il y a plusieurs personnes qui ont attendu au printemps pour récolter leur maïs. Donc nous, on est assez bien équipés pour faire le tout dans des conditions assez idéales. Depuis quelques années, on a changé nos pratiques culturales pour être plus environnementales. On a arrêté de labourer. Et depuis qu'on a arrêté, on voit qu'il y a beaucoup plus de vers de terre dans les champs. Dès qu'on a une petite pierre, on la soulève, il y a un ver de terre en dessous. Ce qui avait pratiquement disparu, parce que dans les années 80, c'était labour, maïs. Et depuis qu'on fait notre système de rotation, ça aide beaucoup la terre à se régénérer. Et c'est très important. Alors, quand c'est la bonne saison, la bonne température, qu'il pleut assez, le maïs pousse de 1 pouce, 2,5 cm par jour. On le voit pratiquement changer tous les jours, monter, grandir. Quand la température est bonne. Donc pas trop chaud. De 20 à 30 degrés, c'est idéal pour lui. Et de l'eau. Ça prend quand même beaucoup d'eau et le climat au Québec est très favorable à la culture du maïs. Donc, on voit un plant de soya qui a repoussé. Vous pouvez remarquer qu'il y a des résidus sur le sol, et donc c'est la nouvelle manière culturelle pour avoir le plus de résidus, ce qui empêche l'érosion des sols et permet de garder un bon niveau de matière organique dans les champs. Quand on a lancé le projet, c'était unique en Amérique du Nord, puis même ça n'existait pas non plus en Amérique du Sud ni en Amérique centrale. Et là maintenant, les gens commencent, aux États-Unis, il y a des brasseries qui commencent à faire le même principe que nous. Et ça, c'est le principe en Belgique. Donc, les fermes fabriquaient la bière pour la distribution dans le village, les villages aux alentours. Il y avait en 1907 plus de 3000 fermes brasseries qui existaient en Belgique. Donc pratiquement une par village. On sent bien que c'est chaud et humide. Le sol est bien détrempé, puis ça chauffe. Là, c'est vraiment température idéale pour le maïs pour pousser. Là, il faut demander à mon père pourquoi il est venu s'installer à Saint-Polycarpe, parce qu'on m'a pas donné le choix de m'installer ici. Donc ça fait 30 ans que 33 ans que mes parents sont venus s'installer à Saint-Polycarpe. Bon, c'est très bien parce que c'est des terres, comme vous voyez, plates, qui sont faciles à travailler, le sol est très bon. On a 30 mètres de sol. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il y a simplement 25 cm de sol et directement c'est le roc. Ici, on a 30 mètres, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de réserves d'eau qui va monter par capillarité et qui va abreuver le maïs, même si des fois on a des périodes de sécheresse. Et bon, après on a fait la brasserie parce qu'on voulait faire un autre type d'entreprise directement sur la ferme. Et pourquoi Saint-Polycarpe? Parce qu'on était déjà établi là et que c'est pas tellement loin de Montréal, qui est le plus gros marché de la microbrasserie au Québec. Je dirais que à peu près 60% de nos clients sont sur l'île de Montréal. Après, les conditions pour la culture des houblons, à part le vent, qui est quand même assez fort, tout est là.
Mais d'un autre côté, le vent nous permet de ne pas avoir de maladie parce que ça ressèche les tiges de houblon qui ont quand même tendance à vite avoir des maladies quand elles restent trop longtemps dans l'humidité. C'est pour ça qu'on doit toujours les remettre pour pas qu'elles restent trop longtemps dans l'herbe.